Chapitre 8. Monsieur Willard m'avait emmené dans les Adirondacks. C'était le lendemain de Noël. Le ciel était gris, lourd et chargé de neige. Comme tous les lendemains de Noël, je me sentais le ventre trop plein, triste et désorienté. C'était comme si les branches de sapin, les bougies, les cadeaux enrubannés d'or et d'argent, les bûches dans la cheminée, les dindes de Noël et les cantiques joués au piano ne devaient jamais finir. À Noël, j'aurais presque voulu être catholique. Monsieur Willard avait d'abord conduit, puis cela avait été mon tour. Je ne sais plus de quoi nous parlions, mais je devenais de plus en plus lugubre au fur et à mesure que défilait ce paysage lourd des chutes de neige précédentes, toujours plus désolé avec ses sapins d'un vert si foncé qu'on les aurait dit noirs et qui descendaient le long des collines grises jusqu'au bord de la route. J'avais envie de demander à monsieur Willard de me laisser là. Je serais rentré en autostop. Mais après un coup d'œil à son visage qui exprimait l'insouciance et la confiance, avec ses cheveux gris coupés en brosse, ses yeux clairs, ses joues roses, glacées comme un gâteau de mariage, j'ai su que je ne pourrais lui faire ça. Il fallait que j'endure la visite jusqu'au bout. À midi, la grisaille s'était un peu levée et nous nous sommes arrêtés dans un parking enneigé pour partager les sandwichs au thon, les cornflakes, les pommes et le thermos de café que madame Willard avait préparé pour notre déjeuner. Monsieur Willard me regardait gentiment. Il s'est éclairci la voix, a balayé quelques miettes de sur son pantalon, et j'ai su qu'il allait dire quelque chose d'important parce qu'il était très timide et que je l'avais déjà entendu s'éclaircir la voix avant de donner une importante conférence d'économie. Nelly et moi avons toujours souhaité une fille. Pendant une minute délirante, je me suis attendu à ce qu'il m'annonce que madame Willard était enceinte et attendait une petite fille. Mais je ne vois pas comment une fille pourrait être plus charmante que vous, a-t-il poursuivi. Il a dû croire que je pleurais de bonheur en apprenant qu'il voulait être comme un père comme moi. Il m'a tapoté l'épaule une ou deux fois en s'éclaircissant la voix. Allons, allons. Je vois que nous nous comprenons bien. Il a ouvert sa portière pour faire le tour jusqu'à mon côté. Son souffle dessinait des signaux de fumée informes dans l'air gris. Je suis passé sur le siège du conducteur. Il a lancé le moteur et nous avons continué. Je me représentais mal le sanatorium de Buddy. Je crois que je m'attendais à trouver un chalet perché au sommet d'une petite montagne. Quelques jeunes gens et jeunes filles tous très beaux, avec des joues roses, mais les yeux brillants de fièvre, allongés sur des balcons sous d'épaisses couvertures. La tuberculose, c'est vivre avec une bombe dans les poumons, m'avait écrit Buddy au collège. Tu n'as qu'à rester couché en espérant qu'elle ne va pas péter. Je m'imaginais difficilement Buddy se tenant tranquille. Toute sa philosophie consistait à toujours être debout, à employer chaque seconde. Même en été, lorsque nous allions sur la plage, il ne s'abandonnait jamais comme moi au soleil. Il courait dans tous les sens. Il jouait au ballon. Il tuait le temps à faire à toute vitesse des séries de pompes. Monsieur Willard et moi, nous avions patienté jusqu'à la fin de la sieste, assis dans une salle d'attente. La gamme de couleurs de ce sanatorium était basée sur le cacadois. Des charpentes sombres et luisantes, des chaises de cuir, pain brûlé, des murs anciennement blancs mais ayant succombé sous les coups d'une épidémie d'humidité et de moisissure. Le sol était recouvert d'un linoléum marron moucheté. Des vieux numéros de Time et Life traînaient sur une table basse maculée de taches rondes ou semi-circulaires qui avaient rongé le plaquage de bois. J'en feuilletai un. Un portrait d'Eisenhower m'a sauté aux yeux, chauve et inexpressif comme le visage d'un fœtus dans un bocal.
Après quelques instants, j'ai distingué un bruit de fuite. J'ai cru un moment que les murs se débarrassaient de la moisissure qui les saturait, mais j'ai compris que ce bruit venait d'une petite fontaine, dans un coin de la pièce. Elle crachotait par un morceau de tuyau rouillé un jet d'une dizaine de centimètres qui s'effondrait lamentablement pour disparaître en gouttes minables dans un bassin en pierre rempli d'une eau jaunâtre. Ce bassin était décoré de petits carreaux hexagonaux comme le carrelage des toilettes publiques. Une sonnerie s'est fait entendre. Au loin, des portes se sont ouvertes puis refermées. Buddy est entré. « Salut, papa !» Il a serré son père contre lui, et brusquement, avec une vivacité d'esprit épouvantable, il s'est approché de moi et m'a tendu une main grasse et humide. Monsieur Willard et moi étions assis sur un canapé de cuir. Buddy s'était perché sur un accoudoir luisant. Il souriait continuellement comme si les coins de sa bouche étaient relevés par des fils invisibles. La dernière chose à laquelle je m'attendais, c'était bien de découvrir que Buddy avait engraissé. Chaque fois que je l'imaginais dans son sanatorium, je voyais des joues se creuser d'ombre et ses yeux brillaient au fond d'orbites décharnées. Mais tout ce qui chez Buddy était concave était maintenant devenu convexe. Son gros ventre gonflait la chemise de nylon blanche cintrée. Ses joues étaient rondouillettes et colorées comme du massepain. Même son rire sonnait grassouillé. Nos regards se sont croisés. C'est à cause de la nourriture. Il nous gave jour après jour. Il nous force à rester couchés. Mais maintenant, j'ai le droit de marcher autant que je veux. Alors te fais pas de bile. Je vais perdre tout ça en 15 jours. Il a sauté sur ses pieds et souriant comme un hôte heureux. Vous venez voir ma chambre ? À la suite de Buddy, M. Willard et moi avons traversé une double porte battante comportant des panneaux de verre dépolis. Nous avons longé un long couloir, cacadois sombre, qui sentait la cire à parquet, le lysol et une autre odeur encore plus vague, quelque chose comme des gardénias en décomposition. Buddy a ouvert une porte à la volée, et nous sommes entrés dans une petite chambre. Un énorme lit recouvert d'un mince linceul à fine côte bleue occupait presque toute la place. À côté, une table de chevet, une carafe, un verre. Le bout d'un thermomètre dépassé d'un gobelet rempli de désinfectant rose. Entre le pied du lit et la porte du placard, on avait réussi à coincer une deuxième table couverte de livres, de papier et de pots de céramique, déjà cuits et peints, mais pas encore laqués. Bon, a soufflé M. Willard. Ça m'a l'air assez confortable. Buddy a éclaté de rire. Qu'est-ce que c'est ? Je venais de ramasser un cendrier en céramique, en forme de lys. Les vénules étaient délicatement peintes en jaune sur un fond d'un vert très approximatif. Buddy ne fumait pas. C'est un cendrier. C'est pour toi. J'ai reposé le cendrier. Je ne fume pas. Je sais, mais j'ai pensé que ça te ferait quand même plaisir. Bon, eh bien. M. Willard frottait ses lèvres gercées l'une contre l'autre. Je crois que je vais vous laisser entre jeunes. Entendu, papa. J'étais stupéfaite. Je croyais que M. Willard resterait pour la nuit avant de me raccompagner le lendemain. Est-ce que je peux rentrer avec vous ? Non, non. M. Willard a sorti quelques billets de son portefeuille et les a tendus à Buddy. Occupe-toi de trouver une bonne place dans le train pour Esther. Elle va peut-être rester un jour ou deux. Buddy a raccompagné son père à la porte. J'ai compris que M. Willard m'abandonnait. J'ai songé que sûrement c'était prémédité depuis belle lurette, mais Buddy m'a affirmé tout le contraire. Son père ne supporte pas les gens malades, et tout particulièrement s'il s'agit de son propre fils, car il pense que les maladies sont toutes les faiblesses de la volonté. M. Willard,
lui, n'a jamais été malade une seule fois dans sa vie. Je me suis assise sur le lit de Buddy. Il n'y avait rien d'autre pour s'asseoir. Buddy s'est mis à fouiller dans ses papiers d'une façon très professionnelle. Il m'a tendu un magazine. Regarde à la page 11. Le magazine était imprimé quelque part dans le Maine. C'était un recueil de poèmes polycopiés, de commentaires séparés par des astérisques. À la page 11, j'ai trouvé un poème intitulé Aube de Floride. C'était une succession de clichés évoquant la lumière, comme des pastèques, les palmiers aux feuilles vert tortue, des coquillages cannelés comme des fragments d'architecture grecque. Pas mal. Je trouvais ça épouvantable. De qui est-ce ? A demandé Buddy avec un petit air bizarre et un sourire arrogant. Mes yeux se sont portés sur la signature en bas à droite. B. S. Willard. Je ne vois pas. Mais si, bien sûr. C'est toi, Buddy, qui l'a écrit. Buddy s'est approché de moi. J'ai reculé. Je savais peu de choses sur la tuberculose, mais ça me semblait une maladie extrêmement morbide. Surtout la manière qu'elle avait de se développer de façon invisible. Je trouvais que Buddy pouvait très bien se garder pour lui sa petite aura meurtrière de germes tuberculeux. T'inquiète pas, a-t-il ricané. Je suis pas positif. Positif ? Je ne peux rien te refiler. Buddy s'est arrêté pour souffler un peu comme au milieu de l'ascension d'une pente très raide. Je voudrais te poser une question. Il avait une nouvelle manie agaçante. Il me regardait droit dans les yeux avec l'air de pouvoir me percer la tête pour mieux analyser ce qui me trottait dedans. J'ai bien pensé te le demander par lettre. J'ai vu une enveloppe bleu pâle avec le tampon de Yale sur le dos. Et je me suis dit qu'il valait mieux attendre ta visite. Comme ça je peux te le demander de vive voix. Tu ne veux pas savoir de quoi il s'agit ? Et de quoi donc ? Ai-je demandé d'une voix neutre. Buddy s'est assis à côté de moi. Il a passé un bras autour de ma taille et il a chassé les cheveux qui recouvraient mon oreille. Je restai immobile, puis j'ai entendu un murmure. Qu'est-ce que tu dirais de t'appeler Madame Buddy Willard ? J'ai ressenti une formidable envie d'éclater de rire. Cette question m'aurait bouleversé pendant les 5 ou 6 ans où je l'avais adorée à distance. Buddy a remarqué mon hésitation. Oh, je sais que je ne suis pas très en forme en ce moment, a-t-il dit très vite. Je suis toujours sous PAS et je vais peut-être y laisser 1 ou 2 côtes, mais je serai de retour à la fac de médecine à la fin de l'année prochaine, au plus tard dans 1 an à dater du printemps. Buddy, je crois qu'il faut que je te dise quelque chose. Je sais, a dit Buddy sèchement. Tu as rencontré quelqu'un ? Non, ce n'est pas ça. Alors quoi ? Je ne me marierai jamais. T'es folle ? Buddy a repris quelques couleurs. Tu vas changer d'avis. Non, je suis décidé pour de bon. Mais Buddy conservait sa bonne humeur. Tu te souviens la nuit où tu m'as raccompagné en stop au collège après le carnaval ? Je m'en souviens. Tu te souviens que tu m'as demandé si je préférais vivre à la ville ou à la campagne ? Et tu as répondu ? Et j'ai répondu que je voulais vivre à la ville et à la campagne. Buddy a acquiescé. Et toi ? Ai-je poursuivi avec une violence soudaine. Tu riais, et tu m'as dit que j'avais tout pour faire une névrosée parfaite. Que d'ailleurs cette question était tirée d'un questionnaire que vous aviez étudié en psychologie pendant la semaine. Le sourire de Buddy a commencé à disparaître. Eh bien, tu as parfaitement raison. Je suis névrosé, je ne pourrai vivre ni à la campagne, ni à la ville. Tu pourrais vivre entre les deux, a suggéré Buddy plein de bonne volonté.
Comme ça, tu pourras aller de temps en temps à la ville et de temps en temps à la campagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de tellement névrosé là-dedans? Buddy n'a rien trouvé à répondre. Alors? Ai-je répété en pensant. Il ne faut jamais dorloter un malade. C'est le pire pour lui. Ça le pourrirait jusqu'à la moelle. Rien, a répondu Buddy d'une voix éteinte et blanche. Névrosé. Ah. J'ai laissé échapper un rire plein de dédain. Si c'est être névrosé que de vouloir au même moment deux choses qui s'excluent mutuellement, alors je suis névrosé jusqu'à l'os. Je naviguerai toute ma vie entre deux choses qui s'excluent mutuellement. Buddy a posé sa main sur la mienne. Laisse-moi naviguer avec toi. J'étais en haut de la piste de ski du mont Pisgah, et je regardais en bas. Je n'avais rien à faire là-haut. Je n'avais jamais skié de ma vie, mais puisque là j'en avais l'occasion, au moins profiter de la vue. À ma gauche, le remonte-pente hissait skieur après skieur jusqu'au sommet enneigé, qui, tassé par de multiples passages, légèrement ramollis par le soleil de midi, avait maintenant durci jusqu'à avoir la consistance et le poli de la glace. L'air froid brûlait mes poumons et mes sinus avec une pureté de visionnaire. Tout autour de moi, les skieurs en anorak rouge, bleu, blanc, filaient sur la pente comme des lambeaux d'un drapeau américain en fuite. En bas de la pente, une fausse cabane forestière en rondins déversait des airs populaires dans le silence. Du haut de la Jungfrau, dans notre petit nid d'amoureux. Le chant et le ronflement se mêlaient autour de moi comme un ruisseau invisible dans un désert de neige. Un geste superbe de maladresse et je serais lancé sur la pente vers Buddy Willard, cette petite tache kaki à l'arrière-plan, au milieu des spectateurs. Pendant toute la matinée, Buddy m'avait appris à skier. Au village, il avait d'abord emprunté les skis et les bâtons d'un de ses amis, puis les chaussures une pointure trop grande de la femme d'un docteur, enfin l'anorak rouge d'une étudiante infirmière. Son insistance entêtée était stupéfiante. Je me suis souvenu qu'à la fac de médecine, on lui avait donné un prix pour avoir persuadé les parents d'un malade décédé d'abandonner le corps à la dissection au nom de la science, que ce soit nécessaire ou non. J'ai oublié la nature du prix, mais j'imaginais Buddy en blouse blanche, son stéthoscope dépassant de la poche comme une partie intégrante de son anatomie. À force de sourires et de courbettes, il avait réussi à arracher la signature des papiers post-mortem aux parents encore muets et abasourdis. Buddy avait encore emprunté la voiture de son propre médecin, un homme très compréhensif qui lui aussi avait attrapé la tuberculose. Nous sommes partis quand résonnait la cloche de la sieste dans les couloirs obscurs du Sana. Buddy non plus n'avait jamais skié, mais il affirmait que les principes de base étaient très simples, et puisqu'il avait souvent observé les moniteurs de ski et leurs élèves, il était persuadé de pouvoir m'enseigner tout ce que je devais savoir. Pendant la première demi-heure, sagement j'ai grimpé en canard une petite pente en m'aidant de mes bâtons. Je l'ai descendu chousse. Buddy semblait satisfait de mes progrès. « C'est formidable, Esther !» a-t-il commenté pendant que je négociais ma petite pente pour la 20e fois. « Maintenant, tu vas essayer le remonte-pente. » J'ai stoppé net dans mes traces et j'ai rougi. « Mais Buddy, je ne sais pas encore faire des zigzags. Tous les gens qui descendent la piste savent zigzaguer. » « Ça ne fait rien. Tu n'as qu'à t'arrêter à mi-pente, comme ça tu ne gagneras pas trop de vitesse. » Et il m'a accompagné au remonte-pente. Il m'a expliqué comment pour monter il fallait laisser filer la corde entre ses mains, puis la bloquer d'un coup. Pas une seule fois il ne m'est venu à l'idée de dire « non ». Les mains crispées sur le serpent de corde, je glissais et elle me faisait mal,
mais j'ai réussi à monter. La corde me tirait, me balançait et me ballottait tellement vite qu'il m'était impossible de m'arrêter à mi-pente. Il y avait un skieur devant et un derrière moi. Si j'avais lâché la corde, j'aurais été immédiatement prise dans un enchevêtrement de skis et de bâtons. Comme je ne voulais pas faire d'histoire, j'ai continué. Au sommet, j'ai regretté. Buddy m'a immédiatement repéré, hésitante dans mon anorak rouge. Ses bras gigotaient en l'air comme les ailes kaki d'un moulin à vent. J'ai enfin compris qu'il m'indiquait une trouée qui venait de s'ouvrir au milieu du balai des skieurs. Le temps d'assurer mon équilibre, la gorge sèche, le doux chemin blanc qui conduisait de mes pieds aux siens a commencé à se brouiller. Un skieur l'a traversé en venant de la gauche. Un second l'a imité en venant de la droite. Les bras de Buddy s'agitaient toujours, mais plus faiblement, comme une antenne de l'autre côté d'un champ grouillant de petites animalcules gros comme des microbes, ou encore de petits points d'exclamation recourbés. J'ai regardé au-dessus de cet amphithéâtre bouillonnant. Le grand œil gris du ciel me contemplait. Son soleil entouré de nuages rayonnait sur des contrées lointaines qui, des 4 points cardinaux, colline blanche après colline blanche, aboutissaient toutes à mes pieds. Une voix intérieure me conseillait de ne pas me conduire comme une idiote, sauver ma peau, enlever mes skis, et descendre camouflée par la forêt de pins qui bordait la pente. Elle s'est envolée comme un moustique inconsolable. L'idée que je pourrais bien me tuer a germé dans mon cerveau le plus calmement du monde, comme un arbre ou une fleur. J'évaluais la distance qui me séparait de Buddy. Les bras pendant le long du corps, il se confondait avec la barrière de planches derrière lui. Il était engourdi, marron et inconséquent. M'avançant vers le bord de la pente, j'ai planté la pointe de mes bâtons dans la neige et je me suis lancé dans un vol que je savais ne pouvoir arrêter ni par adresse, ni par aucun effort de volonté. J'ai visé droit devant moi. Un vent glacé qui s'était embusqué s'engouffrait dans ma bouche et faisait volter mes cheveux au-dessus de ma tête à l'horizontale. Je descendais, mais le soleil blanc ne s'élevait pas plus haut pour autant. Il restait au-dessus des vagues figées en colline, comme un pivot inanimé sans lequel le monde ne pourrait exister. Un petit écho s'envolait de mon corps pour le rejoindre. Je sentais mes poumons se remplir avec les composants de la scène. Air, montagne, arbres, gens. J'ai pensé, c'est ça le bonheur. Je filais droit au milieu des zigzagueurs, des étudiants, des experts, après des années de double vie, de sourires et de compromis. Je filais droit dans mon propre passé. Les gens et les arbres s'éloignaient de chaque côté comme les bords ténébreux d'un tunnel, pendant que je fonçais comme un bolide vers le point immobile, le petit caillou blanc au fond du puits, le joli petit bébé replié au fond du ventre de sa mère. Mes dents se sont refermées sur une bouchée granuleuse. De l'eau gelée coulait dans ma gorge. Le visage de Buddy était penché au-dessus du mien, proche et énorme, comme une planète détournée de sa route. D'autres visages sont apparus derrière le sien. Derrière eux, des points noirs grouillaient sur un plateau blanc. Petit morceau après petit morceau, le vieux monde se remettait en place, comme sous les coups de la baguette d'une fée. Tu te débrouillais bien jusqu'à ce que ce type te coupe le chemin. Une voix familière informait mon oreille. Des gens défaisaient mes fixations, ramassaient mes bâtons là où ils s'étaient plantés obliques, tendus vers le ciel, chacun dans son tas de neige. La barrière me soutenait le dos. Buddy s'est agenouillé pour m'enlever mes chaussures et les nombreuses paires de chaussettes de laine blanche qui me les bourraient. Ses mains boudinées se sont renfermées sur mon pied gauche, puis elles ont glissé lentement vers ma cheville, tâtant et fouillant comme à la recherche d'une arme cachée. Un soleil sans éclat brillait au plus haut du ciel.
Je voulais m'aiguiser dessus jusqu'à ce que je devienne sainte, mince, et aussi essentielle que la lame d'un couteau. Je remonte. Je vais le refaire. Non, tu ne vas pas le refaire. Le visage de Buddy avait une drôle d'expression satisfaite. Non, tu ne vas pas y aller, a-t-il répété avec un sourire définitif. Ta jambe est fracturée en 2 endroits. Tu en as pour des mois de plâtre.